Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agira d'un condensé de l'actu de la semaine. Ça me permettra de faire le tour d'horizon des thèmes et des choses qui ont attiré mon attention. J'espère qu'elle sera aussi intéressante que drôle, hein, puisque l'époque est décadente. On ne peut pas se taper la décadence et la tristesse en même temps, hein. Il faut essayer de d'égayer le quotidien. Il y aura une demi-douzaine de thèmes. On parlera de Marseille, on parlera de l'Europe, on parlera du retour prévu de Trump, on parlera de l'Ukraine, je regarde mes notes, on parlera de Haïti et d'autres choses. Je crois qu'on en a pour 45 minutes. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à cliquer sur like, à partager la vidéo, parce que c'est le seul langage qu'entend l'algorithme. Et l'algorithme n'est pas très sympathique avec nos idées. Donc il faut qu'on fasse un double effort, hein. Nous serions, je m'appellerai Raphaël Glucksmann au BHL, je n'aurais pas besoin de vous demander de cliquer sur like ou de partager, puisque je suis chez moi, j'aurais été chez moi. Là, malheureusement, dans ces réseaux sociaux, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes à peine des invités tolérés. Voilà ce qui est devenu la pensée, notre pensée dans ces réseaux-là. C'est comme ça, écoutez. Euh, Marseille. Marseille, visite du président. Bon, j'allais dire Marseille, l'Algérienne, hein, la Casbah. Amitié d'ailleurs à nos amis algériens qui regardent cette vidéo, hein. Marseille, c'est l'Algérie du nord, au nord de la Méditerranée. Bon, trêve de plaisanterie. Visite de Marseille, du président à Marseille. J'étais très saisi par le. Bon, d'abord, c'est le village Potemkin, hein. Village Potemkin, hein, c'est-à-dire on nettoie la ville, on met la police, on fait l'opération Place Nette, qui est une espèce de. En France, il y a deux types de quinzaines commerciales. Il y a les soldes, hein, les soldes d'hiver, d'été, je ne sais plus, et vous avez le Place Nette, hein, animé par le ministère de l'Intérieur, où on fait les soldes, hein. C'est une quinzaine commerciale où les trafiquants prennent leurs vacances et où on fait semblant de lutter contre le trafic. Les Brésiliens disent para inglês ver, pour que l'anglais voit, c'est-à-dire que pour que le naïf, le niais puisse être rassuré. Voilà. Parce que si vous croyez que Place Net sert à quelque chose, c'est que vous êtes extrêmement naïf et niais. Je ne crois pas que ce soit votre cas. J'ai été très saisi par la rencontre mise en scène ou pas entre le président et une femme musulmane qui porte un fichu, qui me rappelle largement ma grand-mère. Et qui lui a dit, écoutez, moi je ne dors pas depuis des mois, le 7 octobre, pardon, oui, les Palestiniens, faites un geste pour Gaza. Alors qu'elle est à Marseille, une ville où la Kalachnikov chante tous les matins, une ville parmi les plus misérables de France, une ville où il y a bloqué, fracturé territorialement, fracturé religieusement, une ville du chômage, une ville de l'urbanisme problématique, pour ne pas dire autre chose, une ville de la corruption, c'est une des villes les plus corrompues de France, chez les Français de souche, s'il vous plaît. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de causes, où il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. Eh bien la dame, elle a profité, elle a consacré ses 2 minutes avec le président à la Palestine. Pas à l'hôpital, pas à l'état de l'école, non, non, Palestine, Palestine. Bon, j'ai pas reproduit cette vidéo sur Twitter notamment parce que j'ai vu ma grand-mère. Je me suis dit, je ne vais pas me. Elle ressemble tellement. Enfin, je ne vais pas faire le beau, le malin en reproduisant l'image de cette femme qui me touche parce que c'est mon peuple, mon sang. Je sais pas, c'est l'algérienne, je sais pas quoi, mon fils. C'est mon sang. Mais là-dedans, j'attire votre attention sur la vérité. La vérité, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Elle sort aussi de la bouche des vieux. Cette femme, c'est l'immigration, c'est le résumé de l'immigration. Parce qu'il n'y a pas que des racailles, des voyous, non, c'est le résumé de l'immigration. Cette immigration qui est du pain béni pour le système. L'immigré, je suis très sérieux en disant ça, l'immigré est le citoyen idéal pour Macron et tous ceux qui sont avant et après lui, hein, les socialistes, les LR. C'est Ursula, hein, Scholz, Merkel, Sanchez en Espagne, même Meloni en Italie, hein, qui nous a trahis, qui a trahi les Italiens, mais pas trahi moi, mais trahi les Italiens. L'immigré, c'est le citoyen idéal. C'est quelqu'un qui se trompe tout le temps de cause, qui se trompe de priorité. Quel est le citoyen idéal pour un gouvernement décadent? C'est le citoyen qui est drogué, ivre, et aliéné, égaré, qui se trompe. Cette femme se trompe.
À Marseille, il y a 10 000 priorités bien avant la crise palestinienne. Bien avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer les Palestiniens, mais je dis que quand tu vis à Marseille, quand tu as des gosses à élever à Marseille, qui doivent aller à l'école, quand tu as des gosses qui doivent prendre le bus, quand tu as des gosses qui doivent fréquenter un parc, tu ne peux pas t'occuper de Palestine. Tu as d'autres problèmes. La Kalachnikov chante à Marseille tous les jours. Mais c'est le type de client que veut le système. Des clients complètement à l'ouest, à côté de la plaque, hors sujet. L'immigré étant hors sujet. Je parle de l'archétype, je ne dis pas tous les immigrés sont hors sujet, mais ils portent ce hors sujet. C'est la rue arabe en France, ou la rue dakaroise, ou sénégalaise, ou je sais quoi, euh, qui est une rue aliénée. Parce que nos chefs ont vu comment les dirigeants d'Afrique du Nord et d'Afrique gouvernaient les peuples d'Afrique du Nord et d'Afrique. Ils ont aimé. Ils ont aimé cette gouvernance parce qu'elle est facile. Ah, tu leur dis, tout va mal, c'est la faute à Israël. Tout va mal, c'est la faute aux Américains. Tout va mal, c'est la faute aux, je sais pas quoi, aux voisins. C'est génial. C'est une gouvernance low cost et qui te permet d'être mauvais et nul. Parce que l'immigré permet ce luxe que le français de souche, d'avant, pas d'aujourd'hui, que le français de souche refusait, l'immigré permet au gouvernement ce luxe rêvé qui est d'être nul. Le seul moyen d'être nul, décadent et de rester en place, c'est d'avoir un peuple qui ne s'en fiche. L'immigré s'en fiche. Est-ce que vous avez vu des immigrés? Avez-vous vu une marche des cités pour l'hôpital? Avez-vous vu une marche des beurs? J'aime pas cette expression. Des beurs pour l'éducation. Je n'ai jamais vu de marche blanche, des mamans des cités, de je ne sais quelle ONG pour demander l'éducation. Même le droit au logement. Rien. Ils défilent pour des voyous qui ont refusé d'obtempérer. Ils défilent pour la Palestine. C'est le client idéal du système. Parce que le système, il peut résoudre ces problèmes-là. La Palestine, il va dire, écoutez, je m'appelle pas Netanyahou, hein, faites-lui un message sur Twitter, et tel ou tel voyou qui a été renversé par la police, oh, le système, il lance ses intellectuels stipendiés qui vont dire oui, la police raciste, la diversité, les violences policières. Après, il y a le Conseil d'État qui arrive et dit oui, la Cour des comptes qui dit oui, la police, racisme systémique, et ça passe. Parce que le système ne veut pas, il n'a pas de réponse pour l'école et l'hôpital. Ça le dépasse. Il est trop nul pour régler ça. Voilà, l'immigré, c'est citoyen idéal. Cette conclusion-là explique tout. Ça explique l'amour de l'Union européenne pour l'immigré. Parce que l'immigré, c'est le citoyen idéal pour Ursula von der Leyen. Pourquoi? Parce que l'immigré, il s'en fiche de la France. Il s'en fiche de l'Espagne. Il s'en fiche de l'Italie. Il s'en fiche de l'Allemagne. Il s'en fiche de la Hollande, de la Belgique. Lui, il veut l'euro. On va parler. Il veut l'euro. Il veut Schengen, parce qu'il veut aller d'un point A à un point B. Il a de la famille, je parle de moi, hein, à Francfort, à Anvers, à Gand, à Barcelone. Tu lui dis Schengen, il dit merci, il dit Mabrouk. Il dit Mabrouk parce que, attends, tu n'as pas besoin de ton point et ton passeport. Enfin, l'ouverture des frontières, l'acte unique, le marché unique, l'Europe unifiée, c'est une bonne nouvelle pour l'immigré. Je ne le critique pas pour ça. L'immigré, tu lui demandes de s'assimiler, il ne veut plus s'assimiler. Donc l'immigré est déjà européen. L'immigré, il a déjà acheté son ticket pour l'Europe, qui est la mort des nations, selon Ursula. L'immigré, il a le même objectif que Ursula. La fin des nations. Tout le monde parle un globish, un franglish, tout le monde parle euro, tout le monde a un QR code, et on s'enrichit. Et personne ne fait d'efforts. Que dit Ursula à l'immigré? Fais pas d'efforts. La France est dépassée. Que dit Ursula à l'immigré qui arrive en Allemagne? N'apprends pas l'allemand. C'est trop compliqué. Et puis c'est un peuple de nazis. Chérie Bruxelles. C'est ce que fait l'Europe avec son appui au hijab et aux associations des frères musulmans. Voilà. Vous voyez dans quel régime nous sommes. Ce régime, pour durer, parce qu'il est nul et incompétent, il a besoin de citoyens, il a besoin de faire de l'ingénierie des citoyens. Il a besoin de changer la matière humaine. L'immigré. Dans l'immigré, il y a ce que je vous dis, hein, la vieille dame qui... Hein, il y a aussi le voyou. Le voyou, c'est le client idéal de M. Macron. Le client idéal de monsieur du système. Je ne fais pas de diffamation ici. Je tire des conclusions un peu condensées. Quand je dis que le voyou est le système est le client idéal de nos chefs, c'est-à-dire que c'est pas une menace. Le voyou, c'est quoi sa seule peur? Il a deux peurs. Il a peur d'être
d'être emprisonné. Donc il a peur que le juge fasse son job. Tant que, tant que des magistrats, tant que des juges en France ne font pas leur job, les voyous sont contents. Parce que le voyou ne veut pas aller derrière les barreaux. Deuxième chose, la deuxième hantise du voyou, c'est d'être enlevé, torturé par ses concurrents. Ce qui arrive à Marseille, une ville où on décapite les gens, où on les brûle vifs dans des voitures, mais tout le monde n'y trouve rien à dire. Surtout pas Amnesty International, hein, ou Human Rights Watch, là, ou le Parti Socialiste. Hein, tu as la torture, tu as des exécutions abjectes à Marseille, à Nîmes, tout le monde s'en fiche. Du moment que ce n'est pas la police qui les commet. Les voyous ont carte blanche. Pourquoi les voyous ont carte blanche? Parce que le voyou, c'est un égaré. Le voyou est un égaré, il ne sait même pas ce qu'il perd. Il se croit puissant alors qu'il est nul. Il est puissant parce qu'il est autorisé. Le voyou, c'est un pitbull. Mais le maître, c'est un pitbull qui ignore qu'il a un maître, qu'il a un loup, qui l'autorise à bouffer les agneaux que nous sommes. Le loup, c'est l'État. Ne croyez pas que l'État soit faible. L'État met en scène sa faiblesse. Vous croyez que l'État ne saurait pas défendre le commissariat de la Courneuve, attaqué par des types, vous les avez vus, chétifs, ils font 1,50 m. Je ne sais pas si le... Bon, je ne vais pas être dans l'insulte. Ils font 1,50 m et ils sont ravagés par le cannabis. Vous croyez que ça, c'est une menace au régime? Non, le régime met en scène. Le régime, en une demi-journée, il règle ce problème. Une demi-journée, je dis bien, une demi-journée. On n'a pas affaire à... On n'a pas fait refaire les Algériens de la belle époque, hein, de la guerre d'Algérie. On n'a même pas affaire aux Touaregs qui sont des grands, qui sont de père en fils des nobles guerriers. Hein, et quand même, on a affaire à des mecs ravagés par le cannabis. Voilà. Le voyou, c'est le client du système. Parce que le voyou, il s'en prend aux gens comme vous et moi, et il n'a aucune conscience politique. Quand il vote à gauche, il vote, je ne vais pas citer, mais il vote à gauche ou extrême centre. Voilà. Il mange dans la main du système. Le voyou veut le statu quo. Le voyou veut que la France reste avec Macron, parce que ça... Macron, LR, tout ça. Parce que la drogue continuera à rentrer, malgré tout le spectacle, le souk, pour parler, hein, le souk que fait le ministère de l'Intérieur. La drogue continue à rentrer par Anvers et Gand. Anvers, Rotterdam, qui sont des ports francs contrôlés par la mafia. Il n'y a pas de contrôle ou très peu de contrôle. De toute façon, quand tu as le ministre de la Justice de Belgique, je crois c'est ça, qui est menacé de mort par la mafia, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quel contrôle tu veux que un flic d'Anvers fasse? Si le ministre est menacé, tu crois que le flic qui a 3 gamins, qui est payé 4 000 € par mois, 3 000 € par mois, tu crois qu'il va aller affronter des mecs qui découpent qui exécutent leurs menaces à la tronçonneuse? Mais en rêve, il n'y a pas de contrôle. L'Europe est enfoncée par les mafias. Bon. Voilà pour le citoyen idéal. Pour le français de souche, aussi, il y a un travail de réingénierie, de dégradation de la matière humaine qui est fait. Je vais être très rapide pour pas trop m'étendre. Le régime rêve, je vais être un peu vulgaire, de la pute et de l'homme déconstruit et du malade mental. Le régime, il va toujours pousser la française à devenir une prostituée au nom de la libération sexuelle. Parce que la prostituée, elle est obsédée par son corps et la vanité de sa chair, c'est-à-dire qu'il y a une durée d'usage limitée, hein, la biologie étant ce qu'elle est. Donc, elle n'a pas le temps de s'occuper du pouvoir, de Ursula, du Covid, de l'inflation. Non, elle est obsédée par elle-même, pour ne pas dire autre chose. La pute, elle donne des fils de pute. Je suis très sincère. Le fils de pute, par définition, il a mauvais caractère. C'est un voyou. Alors, il y a voyou et voyou. Il y a le voyou avec qui porte la Lacoste, mais il y a plein de voyous qui sont notaires, avocats, journalistes. Voilà. Mentalité de fils de pute. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'exemple. Qu'est-ce qu'un fils de pute? Quelqu'un qui n'a pas eu de père. Il n'y a pas eu un exemple paternel présent. Le fils de pute, c'est le cycliste qui te renverse sur le... C'est le cycliste qui voit je vais être très sincère, qui voit la piste cyclable, il la voit. Hein. Elle a coûté 1 million € le kilomètre. Hein? Et à cause d'elle, on supporte des écolos à la mairie. Hein, parce que pour lui faire plaisir, hein, pour qu'il la construise, on a mis des écolos à la mairie. Qui mangent le compost et qui détestent le Père Noël. Hein, ils mettent des arbres de Noël en carton.
Donc, il voit la piste cyclable et il roule sur le trottoir. Ça, c'est un fils de pute. Il n'a pas besoin de s'appeler, hein, d'être d'origine étrangère. Ah, tu as des voyous d'origine nationale, made in France, hein, tricolore. Ça, le régime adore ça. Toi, ça t'énerve parce que toi, on t'a appris à respecter la loi. Le régime, il adore les mecs comme ça. Parce que c'est des mecs qui vont passer leur vie à t'emmerder toi, pas le régime. Le régime, il est dans son palais, il distribue les prébendes, il nomme un tel, il coopte un autre, il corrompt un autre. Voilà. La pute, le fils de pute, client idéal du régime. Le malade mental, notre régime pousse à la maladie mentale. Je ne vais pas m'étendre pour ne pas être censuré, mais vous m'avez compris. Hein, la maladie mentale qui est déclarée comme quelque chose, comme une libération. Hein. Je ne vais pas m'étendre. Et il aime aussi, avant que je l'oublie, on a dit le voyou, le malade mental, la pute, le fils de pute, je m'excuse pour la vulgarité, cacher les enfants, ça m'a échappé. Et l'homme déconstruit, l'homme quinoa, l'homme véganisé. Parce qu'un type qui ne, va être très sincère, un type qui ne mange pas de protéines n'a aucune chance de renverser la CRS 8. Un type qui ne mange pas de protéines n'a aucune chance de faire un coup d'État. Point final. Vous avez vu les militaires en Afrique qui ont pris le pouvoir? Mali, Burkina, vous avez vu les beaux gosses? Vous avez vu les pectoraux? M'excuse, un type qui mange du quinoa et qui fait du yoga, je vais être un peu, hein, je suis un peu clivant là, un peu excessif. Quinoa, yoga, tatami, peut pas commettre un coup d'État. Il peut éventuellement faire une marche blanche, place de la République, et allumer une bougie et dire vous n'aurez pas ma haine. C'est le maximum que sa biologie lui permet. Fermons cette parenthèse. Voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet sur Marseille. Toujours sur Marseille, je ne vais pas commenter la politique anti-drogue de ce régime parce qu'elle n'existe pas. On ne combat pas la drogue si on ne contrôle pas les prisons. Les prisons ne sont pas contrôlées. Téléphone portable, centre de commandement. Les prisons sont un PC commandement du crime organisé. On ne lutte pas contre la drogue si on ne contrôle pas la magistrature. Vous avez certains magistrats, je stabilote le certain, qui sont les alliés de la drogue, des trafiquants. Ils ne cessent de les relâcher. Donc, tant que tu ne contrôles pas la fonction judiciaire, tu fais rien. Troisième point, tu ne luttes pas contre la drogue si tu ne fais pas une réforme morale dans la société. Il faut dire aux drogués, comme je le fais moi dans les yeux, vous êtes des enfoirés. Parce que votre petit plaisir personnel détruit la vie de plusieurs familles en banlieue. Il détruit les rêves de plusieurs jeunes arabes, noirs, algériens, tchétchènes, marocains, je ne sais pas quoi, en banlieue. À cause de votre petit plaisir. Parce qu'ils ouvrent les yeux sur des trafiquants de drogue minables, qui puent et qui humilient leurs parents. Qui obligent leurs parents à baisser les yeux pour emmener les gosses à l'école le matin. Voilà. Tant que ces trois étapes n'ont pas été accomplies, ne me parlez pas de place nette. C'est juste le village Potemkin. Mais là où je voudrais en venir, c'est que notre régime, notre société, hein, oublions Macron, nous tous commettons une erreur fondamentale, impardonnable, qui est celle qui consiste à autoriser la violence, l'ultra-violence à certains. Nous autorisons certains citoyens, de souche ou étrangers, à commettre l'ultra-violence. Ils sont dans la drogue, ils sont dans l'extrême gauche, ils sont dans l'islamisme, éventuellement dans l'extrême droite. J'en ai jamais vu. Mais puisque M. Darmanin passe sa vie à cliquer sur des arrêtés de dissolution des organisations d'extrême droite, je me dis peut-être qu'il a raison. Nous ne pouvons pas autoriser certains d'entre nous à se saisir d'une arme nucléaire qui est l'ultraviolence. L'ultraviolence, la décapitation, la carbonisation des gens, la mutilation, le viol filmé sur Snapchat. L'ultraviolence est une arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire du pauvre. L'arme nucléaire du pauvre. Tu n'as pas besoin d'avoir des missiles intercontinentaux pour être dissuasif. Cette violence-là, elle donne à ces individus-là un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Le type qui décapite un prof domine le prof et par la même équation, il domine toute l'éducation nationale. 1 million de fonctionnaires. L'abruti qui a décapité Paty et qui a tué Dominique Bernard, abruti, est plus puissant. Il tient par une laisse, la laisse du chien, 1 million de fonctionnaires. Et par extension,
toute la grande histoire glorieuse de gauche, malgré toutes mes réserves sur la laïcité, de gauche de l'éducation nationale. Il domine Jaurès, il domine Gambetta, il domine Jules Ferry. Gambetta, Jules Ferry, les saints patrons de l'éducation nationale, de gauche. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça scandaleux. On ne peut pas donner à certains... Attendez, je vais couper ici un petit truc. On ne peut pas donner à certains ce privilège. La violence, c'est un privilège. Elle doit être l'apanage de l'État. Bon sang. À quoi ça sert de conquérir le pouvoir? À quoi ça sert de se rabaisser, à serrer la main de gens que tu n'aimes pas, à palper le cul des vaches? À quoi ça sert? Si tu abdiques de ton privilège, qui est l'exercice de la violence, de l'ultra-violence, à quoi ça sert de renoncer à appliquer la peine de mort, hein, Robert Badinter, etc., si la peine de mort elle est appliquée par un abruti qui n'est même pas français dans certains cas, dans une cité de Marseille, à la Kalash? À quoi ça sert? Moi, j'aurais fait de la politique, c'était pour être le roi, pour être le sommet de la chaîne alimentaire. Hein, le roi, la France est une monarchie présidentielle. On n'a pas décapité Louis XVI pour être un demi-roi. Qu'est-ce que Macron, un demi-roi? On n'a pas décapité Louis XVI. Je dis on, c'est pas ma faute, hein, mais bon, puisque je suis français de culture et de civilisation, j'assume ce crime collectif. De toute façon, tous les peuples sont nés d'un crime collectif. Hein. Les Américains avec les Sioux, nous les Arabes avec les Berbères, nous les avons remplacés et dominés en Afrique du Nord. Les Égyptiens avec les Noirs du Soudan, ils les ont colonisés, ils les ont castrés. Hein, et on a beaucoup à parler. Donc je suis décomplexé par rapport à ça. On n'a pas décapité Louis XVI pour se faire décapiter par une racaille. Illettré. Parce que tu peux être bon, peu importe, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà ce que je voulais dire sur cette rupture d'égalité. On nous dit liberté, égalité, fraternité, mais c'est une blague de mauvais goût. Quelle égalité existe entre moi et un type qui est une Kalachnikov? Le type qui est une Kalachnikov a le dernier mot, pas moi. Il n'y a plus d'égalité. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, que nous ne sommes pas. Voilà pour le deuxième sujet. Bon, troisième sujet, quittons la France, allons en Ukraine. Vous avez cette course folle du président vers la guerre, cette course folle du régime vers le clivage. Ils veulent créer un clivage pro-Poutine, anti-Poutine. Ils sont mal barrés, parce qu'il n'y a pas ce clivage en France. Ah, les élections du 9 juin, c'est ça, 9 juin, les européennes, le bilan du régime est nul. Les Français sont affamés, l'énergie coûte cher, la sécurité est partie, le déficit est énorme, la dette est énorme, la voix de la France ne porte nulle part. Hein. Même en France, elle ne porte pas. Même à la Courneuve, la voix de la France n'est pas entendue. Alors, de là à influencer le Sahel ou le Moyen-Orient, bon courage. Le régime essaie de faire un clivage pour dire « moi, je suis anti-Poutine, tous mes opposants sont pro-Poutine ». En gros, même si je suis nul, même si je suis toxique pour la France, vous devez m'aimer, parce que je suis l'anti-Poutine. Or, les Français se fichent de Poutine. Les Français, grosso modo, n'aiment pas beaucoup Poutine parce qu'on leur a lavé le cerveau en leur disant que le dictateur, en général, ressemble soit à Hitler, soit à Brejnev. En général, le dictateur, selon les Français, est un blanc hétéro. Voilà. Parce qu'on a appris aux Français, 50 ans de déformation à l'école républicaine, on leur a appris à détester, enfin à se méfier de l'homme blanc hétéro patriarcal. Parce que pour eux, nazisme, fascisme, dictature, c'est un prolongement du patriarcat blanc hétéro. Hein, Pinochet, tout ça. Mussolini, etc. Bon. C'est comme ça, les Français sont comme ça. C'est un crime collectif qui a été commis par la gauche et la droite consentante. Hein. On a déformé l'esprit des Français. Demain, les Français, tu leur mets une nana en micro-jupe, les cheveux bleus, qui peut installer un régime nazi en France, ils ne vont pas s'en rendre compte parce qu'elle est nana, et c'est une femme, elle a les cheveux bleus. Alors si elle est lesbienne, alors là, mon gars, tu n'as aucune chance de les convaincre
mais elle peut prendre leurs enfants et les décapiter, ils vont dire non, 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 non. Parce qu'ils s'attendent à voir Hitler, Mussolini, Trump, Poutine, Pinochet, Bolsonaro. Ils leur font un type blanc, blanc hétéro. Là, oui. Mais tu leur mets. Voilà, vous voyez ce que je vous dis. Mais c'est comme ça. Donc les Français ne sont pas. Il n'y a pas de clivage en France. Les Français veulent l'indépendance de l'Ukraine. Ils n'aiment pas beaucoup Poutine. Je parle de la majorité. Hein. Euh, Ils peuvent encore admettre que la Crimée soit russe, parce que l'histoire, elle est criante de vérité. La Crimée a toujours été russe. Par contre, Donbass, tout ça, ils ne comprennent rien en général. Moi, le premier, hein, je ne comprends rien. On leur dit il y a des minorités russes, tout ça, mais demain tu leur dis il y a une fédération. C'était d'ailleurs ce qui était dans Minsk, hein, dans les accords de Minsk, je crois. Il dit voilà, autonomie locale, fédération, ça reste ukrainien, mais les gens s'autogouvernent, Donbass, tout ça. Ça va pour les Français. Donc il n'y a pas de sujet. Mais le régime essaie de pousser et de gaver loi avec ce clivage. Il est mal barré. C'est comme, alors il essaie avec l'avortement. Ah, on va mettre l'avortement dans la Constitution. Il n'y a pas de clivage sur l'avortement, à mon grand désespoir. Les Français ont acheté l'idée de l'avortement. C'est une honte. Bon, on ne va pas refaire le débat. On leur dit ainsi de suite, l'avortement, j'ai oublié, mais on essaie de créer des clivages qui n'existent pas. Les Français, l'euthanasie, même l'euthanasie, ça passera comme ça passera crème parce que les Français sont plus catholiques, ils sont plus chrétiens. Ce serait un pays chrétien, il serait vent debout. Voilà. Tu veux cliver les Français, tu enlèves l'enseignement privé. Parce que là, les Français, ils sont plus catholiques, ils sont plus chrétiens, mais ils ont compris que l'éducation nationale était morte. Donc tu leur dis, on va enlever Stanislas ou l'enseignement privé. Là, tu auras des manifestations. C'est le seul sujet qui clive les Français, c'est le truc, c'est leur situation. Je ne dis pas que je suis meilleur, je ne suis pas meilleur. Je vous dis la vérité. Donc le régime est désespéré sur cette espèce de clivage et il ne va pas l'obtenir. Voilà, on part au quatrième sujet, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, quatrième sujet, notre Europe. Quelle Europe nous avons? Alors, on nous bassine les élections européennes. Alors, je vois les posts sur Twitter, Facebook, hein, les interviews hein, sur France Inter, le blablabla habituel. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait un tel flanc si l'objectif est de se castrer, d'être castré. C'est l'Europe des eunuques, Union européenne. Hein. UE. Moi, je lis Union des eunuques. Les gens se battent pour être castrés. Cette Europe, c'est la castration des hommes. Est-ce que vous croyez que Napoléon, Bolivar, Garibaldi, l'italien, on en parle rarement de Garibaldi, c'est un grand homme, Bismarck, est-ce que Bismarck, il allait accepter de siéger à Bruxelles ou à Strasbourg ou je ne sais où? Un homme, il est ambitieux, audacieux, voire agressif. Je m'excuse de raconter des vérités biologiques indélébiles et têtues. L'Europe, ce n'est même pas féminin, parce que féminin dans ma bouche c'est noble. L'Europe est une puissance d'eunuques. Et les eunuques en politique, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'Empire ottoman a été un empire gouverné souvent par des eunuques. Un moyen d'accéder aux hautes fonctions dans l'Empire ottoman, c'était de devenir eunuque. Il y avait un lobby des eunuques autour de la grande porte du sultan de Constantinople. Donc je ne dis pas, je ne délire pas. Vous voyez notre délire aujourd'hui autour de génital. Bon, je sais pas. Je m'abstiens pour ne pas être censuré. Voilà, vous avez une Europe d'eunuques qui ne veut pas se défendre toute seule. Tous ceux qui se battent là pour les élections, ils veulent toujours des bases américaines en Europe. Moi, je suis pro-américain. Mais j'aime la cohérence. Soit vous voulez, soit l'Europe est puissante, soit elle n'existe pas. Devenez directement un annexe du Connecticut, une annexe du Bronx ou du Brooklyn. Ah, Aya Nakamura, c'est notre Beyoncé. Voilà. Ok, soyons cohérents, mais ne me dites pas l'Europe, la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté, c'est le jour où tu n'auras plus de base américaine chez toi. Ce qu'ont fait les Marocains. Et le roi Hassan II, Dieu ait son âme, et Mohammed V, son papa, ils ont dit aux Américains, et ce n'étaient pas les Américains de Biden, c'était les Américains de Eisenhower, hein, c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et de Kennedy. Quand même, ils ont dit, on ne veut pas de base américaine. Même si les bases avaient fait beaucoup de bien au Maroc, hein, elles avaient introduit la modernité. Enfin, le rock'n'roll, hein, les radios FM des bases américaines diffusaient le rock'n'roll.
Il y a beaucoup de Marocains ont acheté ou obtenu gratuitement des voitures américaines, hein, des secondes mains, des militaires qui laissaient ça. Réfrigérateur, le frigidaire introduit au Maroc par ces bases américaines. Bon, plein de choses. Il y avait des projets sociaux, tout ça. Euh, on, on a préféré l'indépendance. Il n'y a pas 36 manières d'être souverain. Soit tu es une puissance occupée, soit tu es occupé par l'autre puissance, soit tu es libre. Point final. Voilà. Et croyez-moi, je suis pro-américain, hein. Nous avons une Europe des eunuques qui ne veut pas se défendre, une Europe des eunuques qui ne veut pas se protéger ses frontières. Elle veut se faire enfoncer toute la journée par des passeurs. Nous avons une Europe qui ne veut pas se défendre contre les grands lobbies. Vous avez vu ce que nous a fait subir Pfizer durant le Covid, ce que nous a fait subir. Je n'ai pas entendu Thierry Breton dire stop. Alors là, il veut censurer Twitter parce que c'est... Bon. Et ainsi de suite. Voilà, l'Europe des eunuques. Ben, écoutez, moi franchement, ne me demandez pas de m'assimiler à ça, ni de me mourir pour ça. Moi, je souhaite la fin de cette Europe-là. La fin de cette Europe-là. Il faut tout refaire. Je veux le Frexit. Maintenant, quel Frexit, tout ça? Tout refaire. Si Napoléon était vivant, il voudrait le Frexit. Si De Gaulle était vivant, mais je vous assure, il aurait regretté de nous avoir libérés en 1944. Le type, il s'est fait condamner à mort par l'armée, hein, donc par les siens en 1940 pour désertion et haute trahison. Il s'est fait humilier par Churchill, Roosevelt. Il a dû se taper les pieds noirs d'Algérie, qu'il n'aimait pas. Il a dû composer avec Giraud. Il a dû composer avec Staline. Pas n'importe qui, un monstre, mais un génie en même temps. Il n'avait pas un sou. Il a dû s'asseoir avec ses ennemis, les communistes, pour refaire la France en 1945. Toute la refondation de la France, la sécurité sociale. Il a fait un coup d'État alors qu'il était vieux en 1958, avec des militaires algériens qu'il n'aimait pas, mais qui l'ont amené au pouvoir. Il a dû lutter contre ses propres frères d'armes, parce qu'il a trahi les militaires en Algérie en 61-62. Il a dû refaire la paix avec les Allemands, le traité de l'Élysée 63. Alors que les Allemands, il les a combattus toute sa vie, mais il leur a tendu la main. Pour ça, pour une Europe des eunuques, mais je pense qu'il aurait regretté d'avoir combattu Pétain. Il aurait mieux fait d'aller s'installer en Indochine ou je sais où, hein. À quoi ça sert? Bon, fermons cette parenthèse. Cinquième sujet, hein, si ma mémoire est bonne, Trump. Donc Trump, je vois France Inter, France Info, le retour de Trump, tout ça. Ces gens ne comprennent pas pourquoi Trump va revenir, mais il revient à cause d'eux. Si Trump sera peut-être réélu en novembre, si Trump est le leader des sondages, c'est que les gens n'en peuvent plus de France Inter, de France Info. Aux États-Unis, ils n'en peuvent plus de CNN, de MSNBC. Les gens n'en peuvent plus du New York Times. Ils n'en peuvent plus du maire de New York. Ils n'en peuvent plus du gouverneur de Californie. Ils n'en peuvent plus de ce que sont devenues les grandes villes américaines. Portland, Seattle, Los Angeles, New York, qui sont des espèces de zombie zones, des zones de zombies. Les gens n'en peuvent plus de voir que les universités veulent la fin de l'homme blanc. Comment tu veux être tranquille et modéré quand on te dit qu'on veut te tuer? Les gens n'en peuvent plus qu'on leur dise que l'on va bloquer la puberté des adolescents pour qu'ils choisissent leur sexe. Comment tu vas être modéré face à ça? Comment tu vas t'asseoir, prendre une bière avec un type qui te dit que ton gosse peut se faire mutiler au nom de la théorie du genre? Comment tu veux faire le dialogue et une vie démocratique normale? Vous avez vu l'agenda de la gauche? Comment tu vas être modéré face à ça? Tu peux pas. Comment tu vas être modéré face à la magistrature progressiste américaine? Récemment, il y a eu un cas extraordinaire. 8 migrants vénézuéliens, MNA, rentrent aux États-Unis de manière illégale. C'est déjà un crime. Ils sont transportés à New York, logés, nourris par le maire de New York, un ancien flic qui est devenu maire de New York. J'ai oublié son nom, peu importe. Il ne m'intéresse pas.
Ils ont commis des larcins au Times Square. Des policiers de la police de New York, NYPD, tentent de les arrêter. Ils lynchent les flics. Ils les ont battus, ils n'ont pas tué, ils ont lynché. Tout est enregistré avec des caméras. Hein. On n'est pas dans le tu m'as dit, il a dit. Non, c'est enregistré. Le juge de New York, Manhattan, je pense, les libère. Il dit qu'il ne, il ne constitue pas une menace pour la société. Il les libère en attendant d'être jugés. Que font ces mecs? Ils s'enfuient au Canada. Comment tu veux, toi, électeur du centre, même pas dit de droite, enfin, toute personne de bon sens qui a des gosses ou veut en avoir, est révulsée par cette décision de justice. Elle est révulsée par CNN ou le prof de je ne sais quelle université de gauche qui dit que c'est ça. La justice, ce n'est pas la justice, c'est le contraire de la justice. Donc, mesdames et messieurs, vous ne voulez pas que Trump revienne, arrêtez de faire des conneries. Arrêtez de dire, changez d'agenda, tout simplement. Changez d'agenda. Vous voulez battre l'extrême droite, cessez d'être bête et radical vous-même. Et j'accuse aussi la gauche, parce que j'ai beaucoup d'amis de gauche qui me disent « Oui, les woke, on ne les aime pas ». Je leur dis « Très bien, c'était un bon début, mais pourquoi vous ne les combattez pas ?» La gauche n'est pas woke, c'est une minorité de la gauche qui est woke. Mais le problème, c'est que je vais le dire très clairement, la gauche social-démocrate a peur. Pourquoi elle a peur? Français, il faut lui demander. Parce qu'elle ne veut pas être associée à la droite. Ah, okay. Bah, attendez-vous à ce que vos gosses soient exposés au changement de sexe, au retardateur de puberté. Voilà. Bah, vous voulez la respectabilité, vous aurez le fascisme. Pas ma faute. Allez, deux autres sujets pour conclure. Prochain, c'est Haïti. Alors, sur Haïti, la guerre des gangs. La guerre des gangs à Haïti. Alors moi, j'aimerais bien, là, pour le coup, débattre avec des indigénistes, hein, des militants antiracistes, des militants panafricains, pour leur dire, les mecs, à qui la faute à Haïti? Vous avez des gangs haïtiens qui massacrent d'autres gangs haïtiens. Vous avez des gangs haïtiens qui massacrent des policiers haïtiens. Vous avez des gangs haïtiens qui bloquent la capitale. À qui la faute? Le privilège blanc, les coupeurs de canne à sucre, les béquets de Martinique. Expliquez-moi à qui la faute. Bien savoir à qui la faute. À qui la faute? Haïti. En Haïti. D'ailleurs, moi j'adore le créole haïtien. Bon, vous allez dire que je suis dingue. J'admets, toute maison d'ombre. J'adore voir les programmes policiers de Haïti. Parce que quand ils coffrent des types. Les Haïtiens sont des Africains et des Américains. C'est tout le plaisir des Caraïbes. C'est que tu as la symbiose de deux mondes. Et les Américains du Nord et du Sud, ils aiment bien exhiber les criminels pour leur faire honte. Au Brésil, on fait ça beaucoup à la télévision. Donc tu as des mecs, des violeurs, assassins, et les programmes de télévision haïtiens, ils te montrent Jérémy, je sais pas quoi, en bas-code. En bas-code, ça veut dire, je crois, vous me corrigerez, qu'il a été arrêté ou neutralisé. Moi, j'adore. Germaine, homicide, en bas-code. J'adore ça. Bon, fermons cette parenthèse. Mi-enfantine, mi-culturelle. Mais la vie, elle est aussi, c'est ça le sel de la vie, la chair de la vie. Hein, la vie, ce ne sont pas seulement les idées, les postures et les tweets. Bon, donc Haïti est un État africain. En Amérique, c'est d'abord un État africain. Moi, je serais militant antiraciste, militant panafricain. Je serais béninois, je serais nigérian, Mais attends, gérer à Haïti? Qui doit gérer Haïti aujourd'hui? Qui doit voler au secours d'Haïti? Ce n'est pas l'Europe, c'est l'Union africaine. Chers amis de l'Union africaine, allô Addis Abeba. Allô Addis Abeba. Envoyez une mission d'interposition. Envoyez vos meilleurs fonctionnaires gérer l'eau, l'électricité, la culture, l'éducation à Haïti. Envoyez vos casques bleus, je ne sais pas comment on appelle ça, les casques bleus de l'Union africaine. Envoyez-les à Haïti.
Il est interdit qu'Haïti sombre. Interdit, c'est interdit. Parce qu'il faut prouver, je marcherai sur des œufs, il faut prouver clairement que l'Afrique peut fonctionner. Et Haïti, c'est le premier État africain indépendant, me semble-t-il. 1802-3. Première république, disons, parce qu'il y a eu des États africains qui étaient libres jusqu'à la colonisation. L'Éthiopie n'a jamais été vraiment soumise, quoique plus tard. D'accord? Haïti, c'est un exemple pour la cause africaine, la cause noire. Il faut absolument qu'Haïti fonctionne. Et moi, je vois que le pays ne fonctionne pas. Et je ne vois pas la main de l'homme blanc là-dedans. Même s'il y a eu des choses. D'accord, très bien. Mais là, aujourd'hui, c'est un problème haïtien. Et apparemment, a priori, les Haïtiens ne sont pas capables de le régler. Ce n'est pas la première fois qu'un peuple n'est pas capable de régler ses problèmes lui-même. Les Français en 40 n'ont pas été capables de se libérer eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas une honte. Mais je serais africain. Je suis africain, je suis marocain, mais je serais africain militant de la cause noire, mais j'irai au secours d'Haïti. Au lieu d'aller m'étendre sur Facebook, je ne sais pas quoi, critiquer la France-Afrique, Macron en Afrique. C'est là l'urgence. L'urgence, c'est à Haïti. Il faut y aller. Au travail. Et là, je pense que si tu vas à Haïti, tu essaies de régler les problèmes, tu en reviendras un peu moins énervé contre l'homme blanc. Parce qu'il y a des civilisations. Et elles sont beaucoup plus puissantes que ton Twitter ou que ton prof d'université. La civilisation, elle est têtue. Ce qui bloque Haïti, ce n'est pas l'homme blanc. Ce n'est pas le climat. Le climat, il est magnifique. C'est les tropiques. Tout pousse. Tout pousse. Tropique, la Floride. Tout pousse. Costa Rica. Tout pousse. Le problème, c'est la gouvernance. Et la gouvernance africaine ne fonctionne pas. Elle est malade. Le problème qui se passe à Haïti, c'est le même problème qu'il y a au Nigeria, qu'il y a au Togo, qu'il y a au Mali. Tu as un problème africain de la gouvernance. Je te rassure, la France aussi y arrive. La France aussi ne sait plus se gouverner. On a passé 40 minutes à expliquer pourquoi. Macron à Marseille, etc. C'est ça ce qu'il faut régler. Si tu veux être utile vraiment à ta culture, à ta civilisation, c'est pas venir faire le show sur une chaîne, dire ouais, bon, voilà, je suis pas l'Africain. L'ancestralité, ça c'est des paroles creuses. Ça veut dire, c'est comme nous les Arabes quand on dit Israël, la cause palestinienne, c'est des paroles creuses. Parce que quand un mec, je vais vous donner un exemple, un conseil, après on passe au dernier point. Quand tu entends un Arabe te dire je suis anti-sioniste, je suis pro-palestinien, tu t'en méfies. Parce qu'en général, je n'ai pas dit toujours, mais en général, c'est un type qui fuit ses responsabilités. Parce que les responsabilités d'un homme arabe responsable, c'est régler les problèmes des Arabes. Qui ne sont pas à la Palestine, c'est notre corruption. Nous avons un problème avec la corruption généralisée dans nos États, notre népotisme, notre clientélisme, notre manque d'empathie. Dans tous les pays arabes, sauf exception, les hôpitaux sont dans un état lamentable. Or, l'hôpital, c'est la solidarité, c'est l'empathie. L'hôpital, c'est le lieu de l'empathie. Nous ne sommes pas capables d'avoir des hôpitaux où la dignité humaine est respectée. Vous trouverez toujours des exceptions et je les applaudirai toujours, mais ça reste des exceptions. La preuve, c'est que les riches des pays arabes, dès qu'ils le peuvent, ils vont se faire soigner en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, notamment les chefs d'État. Bon, j'ai tout dit. Et quand tu as un Africain qui te dit panafricanisme, méfie-toi. En général, il veut t'enfumer et te faire diversion de sa propre fuite, de sa lâcheté. Je serai un Africain, panafricain, je m'occuperai de ces questions-là. C'est pour ça que je respecte beaucoup les putschistes maliens et du Burkina Faso, parce qu'ils veulent régler les problèmes de leur pays. Ils ne vont pas régler les problèmes de l'Éthiopie ou de leur pays, enfin de l'Éthiopie. Ils veulent régler les problèmes africains. Ils ne sont pas en train de dire les Rohingyas, les Ouïghours, le climat. Non, on va régler ce qui dépend de nous. Et un homme ou une femme véritable, un adulte, règle les problèmes qui dépendent de lui. Un gosse, il va régler les problèmes magiques. Le climat. Le climat est un problème, mais bon, on commencera à le régler quand on a une bonne gouvernance. Comment tu veux sauver le climat si tu as des terroristes qui habitent les forêts? Au Brésil, c'est le PCC, terroriste qui habite les forêts de l'Amazonie. Comment tu crois qu'un forestier, un garde forestier brésilien, payé $1000 par mois et encore,
il va aller affronter des mecs en Kalash qui découpent les têtes en Amazonie. Il ne va pas le faire. C'est pour ça que la forêt brûle. La forêt, elle ne brûle pas parce que Bolsonaro ou Lula font pas le job. Parce que les mecs, ils ont peur, parce que tu as la forêt colonisée par des criminels. Pareil en Casamance, me dit-on. Pareil à la forêt guinéenne. Pareil en la forêt ivoirienne. La forêt ivoirienne a perdu le 4/5 de sa surface. Les 4/5 de sa surface. Depuis l'indépendance. Pourquoi? Parce que tu as des groupes semi-clandestins, semi-terroristes, semi-armés qui découpent le bois, qui le vendent. Si tu n'as pas un régime central fort avec un gendarme, un garde champêtre, un garde forestier qui se fasse respecter, tu ne sauveras pas ta forêt, donc tu ne sauveras pas ton climat. Donc ne viens pas m'embêter, moi, me dire que je dois manger moins de viande. Je me refuse à t'écouter. Va embêter le terroriste qui coupe la forêt. Ah, je sais que c'est embêtant. Ah, je sais que lui peut te décapiter. Moi, au pire, je t'offrirai un mauvais café. Bon, fermons le sujet et allons au dernier qui est le Sud global. On est à 46 minutes, pas très loin des 45. Alors, je voudrais juste démystifier un peu cette notion du Sud global. Parce que j'entends parler souvent, le Sud global. J'entends M. de Villepin, que j'aime beaucoup, dire le Sud global. Il n'y a pas de Sud global. Il n'y a pas de Sud global. Vous avez vu Gaza? Combien de pays arabes ont volé au secours des Palestiniens? Zéro. Même le Hezbollah a fait son show. Même le Hezbollah s'est refusé à... Le Hezbollah n'a pas aidé les Palestiniens. Il a fait son minimum vital. Il a tiré des roquettes. Vous savez, il y en a qui tirent des roquettes comme moi, je prends des cafés. Ok. L'Iran, pas bougé. Okay. Même la rue arabe n'a pas bougé. À part quelques... Hein, on braille le dimanche dans les rues de certaines villes arabes. En kéfier, mais ça c'est le service minimum. C'est rien. Le Hamas lui-même le dit. Il faut écouter les gens du Hamas quand ils parlent. Bon, il faut parler l'arabe souvent. Pour ça, parce que les médias français ne font pas le job. Ils insultent les pays arabes. Ils les vilipendent. Commencez par l'Égypte. Même l'appui humanitaire est minime. Si les Palestiniens crèvent aujourd'hui de Gaza, c'est notamment parce que les pays arabes ne font pas de job. Humanitaire, hein, la bouffe, hein, je ne parle pas de diplomatie. Bon. On nous dit le Sud global, Maroc-Algérie, on est au bord de la guerre. Quel Sud global? Maroc-Mauritanie, la relation n'est pas bonne. Il est où, Sud global? Tunisie, Afrique noire. Vous avez vu les déclarations du président tunisien sur les Noirs en Tunisie? Là, on est dans le Sud. Il n'y a pas de Sud global. Quel Sud global quand tu vois que des pays n'existent même plus? Le Mali, explosé. Burkina, explosé. Le Nigeria. S'il y a un Sud global un jour, il doit inclure le Nigeria. 140 millions d'habitants. Pétrole, territoire, religion. Grand pays islamique, grand pays tijani. Amitié à mes amis tijani. Grand pays protestant. Grand pays Yoruba animiste. C'est le Nigeria. D'un point de vue religieux, mais c'est magnifique. Avec tous les problèmes de diversité. Hein, c'est-à-dire Boko Haram et tout et tout. Mais Nigeria, ce qui est quand même pas rien. Ben, Nigeria est explosé. Le nord n'aime pas le sud, les gens de la mangrove n'aiment pas les gens de l'intérieur. Tu as les pirates au golfe de je sais pas quoi là. Le Nigeria est explosé. Quel sud global? Le Congo. Le Congo RDC n'existe plus. Tu as Kinshasa qui ne gouverne pas l'Est, où il y a des ressources minerais, Goma, tout ça, Nord Kivu, tout ça. Pour faire un sud global, il faut qu'il y ait des États. Or, les États sont détruits. Il faut qu'il y ait un programme commun. Qu'est-ce que tu veux que les Brésiliens disent aux Arabes? On va parler sérieusement. Qu'est-ce que tu veux que les Brésiliens disent aux Arabes? Vous avez été au Brésil? C'est une puissance ultra progressiste. Quel est le terrain d'entente? Ça n'empêche pas les Brésiliens de faire beaucoup de commerce avec les Arabes. Les Brésiliens nourrissent les Arabes. Le poulet qui est mangé à Dubaï vient du Brésil. Le soja, le maïs qui est mangé en Arabie vient du Brésil. Très bien, le commerce ignore les différences culturelles. Mais pour faire un Sud global, il faut quand même qu'il y ait une convergence culturelle, morale, intellectuelle. Quel est le... Il n'y a aucune. Qu'est-ce que tu veux que le Brésil dise à l'Indonésie? Alors, ce sont deux pays tropicaux, deux bois précieux, deux pays périphériques. L'Indonésie est périphérique, même en Asie. Et le Brésil est périphérique par rapport aux États-Unis. Hein. On est à 8 heures de vol de Miami. C'est très loin. Qu'est-ce que tu veux que les Brésiliens disent aux Indonésiens? Puissance musulmane, industrieuse, alors que le Brésil n'est pas vraiment un pays industriel. Qu'est-ce qu'ils leur disent?
Qu'est-ce que tu leur dises? Alors, nous, on fait le carnaval. Bon, il n'y a pas de conversation. Ils peuvent avoir de la diplomatie, on peut se prendre en photo ensemble, faire des selfies, mais c'est pas ça qui va renverser l'ordre mondial. Qu'est-ce que tu veux que les Chinois disent aux Arabes? Après, avec ce qui se passe avec les Ouïghours, qu'est-ce que tu veux que les Chinois disent aux pays musulmans avec les Ouïghours? Qu'est-ce que tu veux que les Indiens disent aux pays musulmans et arabes avec la persécution religieuse dont souffrent les musulmans d'Inde? Le gouvernement indien persécute ouvertement les musulmans d'Inde. Qu'est-ce que tu veux que les Indiens disent aux Saoudiens? Ils peuvent faire du commerce, mais tu ne vas pas faire une alliance stratégique avec des gens comme ça. C'est à la cohérence, je veux dire. Tu peux avoir des trucs ponctuels, hein, jouer au foot ensemble, mais pour le Sud global, il n'a pas de. C'est un muscle qui n'existe pas. Les fibres sont comme ça. Il est éclaté. C'est une bonne nouvelle pour le Nord décadent, hein, le Sud. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'alternative. Vous voyez ce que je veux dire? Le Sud global n'existe pas. Il y a des pays qui s'en sortent, comme l'Indonésie, silencieusement, discrètement. Si l'Indonésie s'en sort, les gars, mais c'est un espoir pour l'islam. Je vais encore me faire taper par certaines personnes, certains de droite qui ne comprennent pas qu'on peut être musulman et pro-français. Ça, le cerveau, il fait bug Windows, hein, erreur 404. Bon, tant pis pour eux. Si l'Indonésie s'en sort, devient un pays sérieux. Parce que son sort, c'est pas devenir une puissance pétrolière qui fait la Coupe du Monde. C'est pas ça la puissance. La puissance, c'est être un pays industriel. Si l'Indonésie le devient, ça va changer la donne. On pourra dire enfin que l'islam peut rimer avec développement. C'est grave ce que je dis, hein. Pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer que l'islam rime avec développement. On ira tous étudier à Jakarta ce qui se passe. De temps en temps, on fera des virées à Bali quand même. Mais bon, j'allais dire des bêtises. Voilà, il y a des pays qui s'en sortent, des pays qui ne s'en sortent pas. Dans le sud, il y a des pays qui sombrent. Nigeria, le Brésil ne va pas très bien. Voilà, donc voilà pour le Sud global. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été utile. Encore une fois, partagez, commentez, likez. J'aime pas ce mot franglais, mais c'est ce qu'il y a. Et bon week-end. À bientôt.